Claire-Lise Iminet, du Cercle de conteurs de Québec. Bonjour. Bonjour, Marie-Chantal. Avant tout, Claire-Lise, comment on devient conteuse? Ah, ça, c'est une question qui est pas évidente. D'abord parce que chacun, c'est différent. Pour moi, ma grand-mère nous a tellement raconté d'histoires. Puis c'était des histoires, on appelle ça des fabliaux du Moyen-Âge. Vous comprenez qu'à mon accent, ma grand-mère était française. Et ces fabliaux du Moyen-Âge, qui avaient des épisodes, m'ont tellement marqué qu'après, en fait, mon père, après sa carrière de professeur de mathématiques, est devenu conteur. Fait que je me suis dit, mais il n'y a pas de hasard, on en est déjà deux. Ma grand-mère paternelle, son fils. Et à un moment donné, mon père me dit, tu sais, dans les familles de conteurs, il faut qu'il y ait un relais à chaque génération. Alors j'ai pensé à mes 4 frères et sœurs, puis j'ai bien vu que ça ne marcherait pas avec eux. J'ai dit, bon, d'accord, j'aime bien raconter des histoires, ça va être moi. Donc c'est ça, c'est l'inspiration en fait familiale. Mais en y réfléchissant, je me suis aperçue que le répertoire de ma grand-mère et celui de mon père et le mien, c'est vraiment 3 répertoires complètement différents. Pourquoi? Parce que c'était des personnalités différentes? Je pense que oui, puis surtout on est dans des contextes d'histoire, de vie différentes. Ma grand-mère, c'était une dame à la maison, et puis elle ne bougeait pas de sa maison, elle était une femme au foyer, elle avait un précepte qui disait « Dans tout couple heureux, il y a une femme qui se sacrifie ». Ça m'insurgeait. Donc voilà, le contexte de la grand-mère. Puis après, mon père, il était professeur, il était un homme public, il faisait du théâtre, il était musicien, donc il avait un charisme vraiment particulier. Puis moi, j'ai voyagé. Donc mes contes, c'est plutôt des contes de voyage, des contes de pays, des contes inspirés justement par d'autres cultures et d'autres civilisations. Et quel sera le conte choisi aujourd'hui au Conteries de Charlevoix? Le conte, c'est un conte de forgeron. Comme par hasard, autour de moi, ici, à Baie-Saint-Paul, enfin en Charlevoix, je connais plusieurs forgerons. C'est quand même rare des forgerons autour de nous. En France, j'en connais pas du tout. Je ne sais même pas si ça existe encore, ce métier. Et là, j'en connais plusieurs. Alors, à un moment donné, je n'écris pas mes contes, moi. C'est des contes que je rencontre, soit dans la bouche de quelqu'un d'autre, soit dans les livres. Et j'ai lu le conte de ce forgeron, qui se passe dans le sud-ouest de la France. Ça se trouve que je vienne de là. Rien que d'en me parler, tu vois, je retrouve l'accent. Et donc, c'est ça, c'est ce conte-là que je vais raconter cet après-midi dans la salle de la maison mère. Donc, alors, c'est un conte sur le forgeron. Est-ce que, lorsque tu choisis ton conte, combien ça prend de temps pour être prêt devant public à conter? Plusieurs années, est-ce que ça prend beaucoup de pratique? Oui, ça prend beaucoup de pratique. Et c'est étrange, évidemment, chaque conteur pourrait te donner une réponse différente, mais ça se passe beaucoup dans la tête. Ça tourne, certainement pendant un temps assez long. Ça peut être plusieurs années, ça peut être juste 4 semaines ou 2 semaines. Mais à un moment donné, quand il sort, c'est relativement rapide. Et là, bien sûr, on a la chance au Cercle des conteurs d'avoir des amis bienveillants qui vont nous écouter. Donc ce conte-là, je leur ai présenté à un moment donné. Et puis ils m'ont dit, tu sais, là, ce serait peut-être mieux comme ci, comme ça. On est toujours dans de bons conseils. On va souligner ce qui va bien et conseiller sur ce qui est un petit peu flou ou pas assuré, etc. Donc le Cercle des conteurs, c'est un bon moyen à partir du moment où on a verbalisé le conte pour l'achever. Pour moi, ce conte-là, peut-être, il a pris 2 ans et demi avant vraiment d'être sorti et en forme. Mais il y a des moments, le conte en question, je me rappelle d'un certain conte que j'ai pratiqué en Afrique, c'était 2 semaines. C'est très variable, ça dépend comment il t'habite. S'il est proche de toi, s'il est proche de ta vie, c'est facile de le verbaliser. Mais là, un conte avec un forgeron du XVIIe siècle, c'est pas vraiment proche de ma vie, donc il a fallu que je le travaille beaucoup. Claire-Lise Iminet, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais vous raconter l'histoire de Henrik. Henrik, il était forgeron à Pont-de-Pile. Je parie que vous ne savez pas où c'est Pont-de-Pile. C'est un village de la Gascogne landaise, je n'ai pas dit hollandaise, landaise au pied des Pyrénées. Donc, Henrik était le forgeron de Pont-de-Pile. C'était un personnage. Il était évidemment noir, comme tous les forgerons, mais la tête hirsute noire, la barbe énorme noire. Heureusement, il avait toujours un grand sourire, et un sourire étincelant, en fait, qui éclairait son visage. Mais indépendamment de ça, ce qu'il avait d'extraordinaire, Henrik,
c'est que le travail qu'il faisait était magnifique. Ce n'était pas juste des outils qu'il rendait à ses clients. Les lames des épées, par exemple, elles étaient si fines, si fines qu'elles pouvaient trancher les pierres. Quand le laboureur venait chercher le soc de sa charrue, que Henrik avait forgé, le soc pénétrait la terre comme si elle voulait elle-même l'ensemencer. Et les aiguilles qu'il fournissait aux dames du village, elles étaient si acérées, si pointues, qu'elles s'enfonçaient dans le cuir avec autant de facilité qu'aujourd'hui un avion traverse le ciel. Cet Henrik n'était pas simplement un artisan, c'était un artiste. Il avait un camarade qui s'appelait Gastou. On l'appelait Gastou le Borgne parce que quand il était apprenti, jadis, il y avait des escarbilles de métal qui lui étaient rentrées dans un œil, il avait perdu l'œil. Donc, Henrik et Gastou étaient copains. Ils avaient étudié ensemble, ils se voyaient souvent. C'est sûr que Gastou était quand même un petit peu jaloux d'Henrik. Parce qu'Henrik, il travaillait si bien, que toute la clientèle du pays, de la région, se servait chez lui. Et Gastou, il faisait les petites choses dérisoires, quoi. Donc il était un peu jaloux. Et il y avait des fois où dans la conversation, la jalousie se manifestait. Un dimanche matin, ils étaient tous les deux à l'auberge. Ils avaient un petit peu épongé de l'Armagnac. Et à un moment donné, qu'est-ce qui lui prend? Gastou dit à Henrik, son camarade, « Moi, je le sais bien d'où tu le sors, ton art. » Qu'est-ce que tu veux dire, Gastou? Tu le sais bien quoi? Je sais bien quel maître tu as eu, hein? Quel maître particulier tu as eu, toi? Ben voyons donc, j'ai eu les mêmes que toi de maître. Oui, jusqu'à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, quand tu es parti là dans l'Écosse, qui tu as vu comme un nouveau maître? Je suis allée dans l'Écosse pour voir ma grande-tante qui était malade. C'est ma seule famille. J'ai pas vu de maître. Oui, tu dis ça, mais dans l'Écosse, il y a le cirque de Gavarnie. Et au fond du cirque de Gavarnie, sous la terre, tu l'as pas vu, le maître qui vit là, qui t'a annoncé, qui t'a appris ses secrets? Mais tu déparles complètement, Gastou. Comment tu peux dire une chose pareille? Ça n'existe pas. Tu m'énerves, tiens. Il tape sur la table, il se lève et il quitte l'auberge en titubant, tellement énervé de ce qu'il vient d'entendre. Et Gastou ricane dans sa barbe, puis il a dit ça un peu sans y penser, il se lève aussi et il quitte l'auberge en titubant aussi. Et ma foi, disons que l'affaire aurait pu en rester là. Mais elle n'en est pas restée là. Parce que les clients de l'auberge, qui étaient nombreux autour d'eux ce dimanche matin-là, ils avaient prêté l'oreille. Et là, tout d'un coup, une fois que les 2 compagnons ont quitté la pièce, on entend « Tu penses que c'est un sorcier, notre forgeron ?» Mais bien sûr, regarde sa tête, ça se voit que c'est un sorcier. Il est noir de partout. Et puis il y a des fois, on voit bien, ses yeux sont rouges. C'est un sorcier, c'est sûr, c'est un sorcier. On n'est pas habile comme ça pour rien. Et tout le village parle du sorcier forgeron Henrik. Le pauvre Henrik, il comprend que petit à petit, les gens, quand il se pointait à sa boutique avant, c'était la convivialité. Il rentrait, comme ici on faisait. On rentre dans la forge, on discute, on échange les nouvelles, on se réchauffe. Et là-bas, c'était pareil, même s'il fait moins froid. Eh bien, là, c'était fini. Les gens, bien sûr, ils donnaient encore du travail à Henrik. Son travail était si beau, si fin, si extraordinaire et pas cher. Mais le problème, c'est que les gens, ils ne rentraient plus dans la boutique. Ils restaient dehors. Ils prenaient leurs paquets, puis ils se dévissaient le cou pour regarder si derrière, là où il y a le soufflet et les 2 petits apprentis, si derrière, il n'y avait pas aussi un petit apprenti avec la queue fourchue. Et puis, la rumeur gonfle. Et puis, petit à petit, il y a même des gens qui l'abandonnent. Il a un petit peu moins de clients. Et finalement, les apprentis, ils commencent à avoir peur. Parce que derrière leur dos, leur famille leur parle. Et un jour, les apprentis s'en vont. Une forge sans apprenti. Une forge sans souffleur. Comment voulez-vous que ça marche? Alors voilà, Henrik est dans sa forge froide,
Il est complètement déprimé, il se demande de quoi son avenir va être fait. Un soir, il est là, il a perdu le sourire, il est noir de partout là. Et il est assis, il a plu depuis 3 jours, il n'y a pas eu un seul client, il a la tête dans les mains. On frappe à la porte. Hein? Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de visite. Hein? Il ouvre la porte, sous la pluie, il y a un petit gamin d'une dizaine d'années qui est là, puis qui se présente. « Bonjour, maître Henrique. »« Bonjour. Mais qui tu es, toi ?»« Je suis Janou, j'ai 10 ans et je suis orphelin. » Le gamin est habillé, mais en loques. Son visage est pâle, on voit qu'il a faim, mais ses yeux sont pétillants et sa parole fuse. « Et tu veux quoi, toi ?»« Eh bien, je voudrais apprendre la forge avec vous, maître Henrique. »« Ah ouais, la forge avec moi? Et t'as pas entendu dire que j'étais un sorcier ?»« Henrique, c'est pas la sorcellerie que je veux apprendre, moi, c'est la forge. Tu me prends comme apprenti? »« Oh là, gamin, doucement. Attends, je vais te mettre à l'épreuve. Prends la pierre qui est dehors, là, qui tient la porte. Amène-la sur l'enclume. » Le gamin s'exécute. « Regarde bien cette pierre. Gamin, tu vas m'en sortir de l'eau. C'est l'épreuve. » Le gamin regarde la pierre, regarde Henrique. « Maître Henrique, vous vous fichez de moi? Cette pierre, ça fait 3 jours qu'elle est sous la pluie. N'importe qui en sortirait de l'eau. Moi, je vais faire mieux. Regardez bien, maître Henrique. » Il attrape le marteau et il tape sur la pierre. Il en sort du feu, des étincelles. Il dit, puis, hein, vous avez vu? Je fais beaucoup mieux. Je sors du feu, moi, des pierres. Le forgeron est content. Il se dit, celui-là, là, il va bien me seconder. Bon, d'accord, je vais te prendre comme apprenti. Mais d'abord, il faut que tu me dises le maître mot de la forge. Oh, le maître mot de la forge. Le gamin réfléchit. Le maître mot de la forge. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut battre le fer quand il est chaud. Battre le fer quand il est chaud. Apprendre quand on est jeune. C'est ça que je veux faire, justement. Alors là, il est séduit. Le maître est séduit. Battre le fer quand il est chaud, c'est ça. Il est jeune, il va apprendre. Et il le prend comme apprenti. Et là, la forge revit. On entend de nouveau les bruits de la forge, les frottements, les claquements, le feu qui pétille, le souffle du soufflet. La vie est revenue dans la forge et le sourire est revenu sur le visage de notre forgeron. C'est à ce moment-là que le village de Pont-de-Pile retrouve son châtelain. Monsieur le baron revient au pays. Monsieur le baron était mousquetaire dans les régiments de d'Artagnan à Paris. Puis il a été foutu à la porte parce qu'il est arrogant et pas travaillant. Alors d'Artagnan lui a dit « retourne dans la Gascogne ». Vous savez que tous les mousquetaires étaient gascons. Alors il arrive à Pont-de-Pile. En fait, il ne veut pas vraiment retourner à Pont-de-Pile. Il a pris goût à la vie parisienne, à l'aventure un petit peu, tout ça. Alors il décide, avant de descendre à Pont-de-Pile, qui serait le plan B, il passe par La Rochelle parce qu'il a entendu dire qu'il y avait des bateaux qui partaient découvrir des nouvelles terres de l'autre côté de l'Atlantique. Il rencontre M. de Champlain qui lui présente l'aventure. Il lui explique la découverte du pays là-bas, et puis le froid, et puis le bateau, il visite tout. Il visite le bateau, et il ne trouve pas ça terrible. On lui parle du froid, il trouve ça encore moins terrible. L'aventure, on lui explique que ce n'est pas tout de suite qu'on est dans l'aventure, parce qu'il faut la gagner. Et finalement, il se dit que Pont-de-Pile, c'est peut-être plus tranquille. Alors il retourne à son village, tout simplement. Il arrive dans le village, il reprend possession de son château, et puis il commence à faire des travaux, à faire des fêtes. Donc, sauf que c'est un monsieur qui n'a pas d'argent, fait qu'il ne paye pas. Ah oui, il embauche. Ah ben il embauche des ouvriers, des domestiques, mais il ne les paye pas. Sa réputation, c'est pas terrible. Et puis à un moment donné, il vient voir Henrique et lui dit « J'ai entendu dire que vous faites du beau travail. Je voudrais une grille majestueuse pour mettre à l'entrée de mon parc. » Parfait. Commande est passée et notre bon Henrique construit une grille extraordinaire, l'œuvre de sa vie. C'est une grille
en fer forgé, bien sûr, mais ce n'est pas une grille, c'est de la dentelle de fer. C'est d'une beauté, d'une finesse incroyable. Il accroche la grille à l'entrée du parc du Baron, qui est tellement fier de sa grille que toutes les visites qu'il reçoit, il les fait visiter la grille. Petit à petit, ça devient une grille ancestrale, extraordinaire. Enfin, la réputation de la grille est presque équivalente à la réputation du Baron. Et puis, ma foi, il est content, Henrik. La grille est vue par tout le monde, et puis tout le monde chante les louanges de la grille. Mais un jour, il se dit, c'est bien gentil les louanges. Mais moi, j'ai travaillé dessus. Donc, il retourne voir le Baron, et il lui dit, Monsieur le Baron, c'est bien gentil, la grille, vous ne me l'avez jamais payée quand même, ça fait 2 ans qu'elle est posée. Parce que tu as l'intention que je te la paye, cette grille. Tu ne crois pas que je t'ai fait assez de publicité en la montrant à tous mes amis, tous les nobles de la région? Tu dois en avoir eu des commandes depuis. Ça a dû te servir que j'ai montré ta grille partout. Tu veux que je te la paye en plus? Allez, dégage. Et il appelle ses sbires, un à droite, l'autre à gauche, ils soulèvent Henrik et ils veulent le sortir du château. Sauf qu'Henrik, il est plus que baraqué. Il se débarrasse des sbires, un coup de coude à droite, un coup de coude à gauche, il file à la grille. Elle n'est pas payée, cette grille? Je la reprends. Il la dégonde, il la met sur son dos et il rentre chez lui. Normal. Elle n'est pas payée, elle est à moi. Mais le Baron n'entend pas ça de cette oreille. Il va voir les gendarmes et il déclare le vol d'une grille ancestrale qui aucune autre n'est pareille dans la région. En plus, c'est le sorcier du village qui l'a volée. Tout est faux dans ce que raconte le Baron, tout. Sauf le fait que c'est la plus belle grille de la région. Mais... Et à ce moment-là, quand on disait le mot sorcier, c'était vite fait. Le sort du soi-disant sorcier était vite réglé. Les gendarmes arrivent chez Henrik, l'attrapent, le mettent en prison. Et là, on l'a mis en prison. Vous pensez qu'il y a une justice à cette époque? Point du tout. Pas de procès, rien du tout. En 3 jours, son sort est expédié. Il est sorcier, il a volé. Il est condamné, sans procès, aucune considération, rien du tout. Il est condamné à avoir la main droite coupée pour le vol et être brûlé sur la place publique parce qu'il était sorcier. Ma foi, le jour de l'exécution arrive. Sur la place publique, on a monté un immense bûcher et à côté une petite scène, 3 marches pour y grimper, au milieu de la scène un billot. Le village de Pont-de-Pile, qui est tout petit, s'est rempli de centaines de gens, peut-être même des milliers. Tout le monde de la région vient voir exécuter le forgeron sorcier. Il y a du monde partout, partout, partout. Le petit Janou est là aussi, au pied de la petite scène, il est là, le visage terrifié, ses yeux exorbités qui regardent le billot. Et puis, le juge arrive le condamné, les mains et les pieds dans des fers, il grimpe comme il peut sur la scène, il est debout, il attend, le héros arrive, qui va bientôt déplier son grand papier pour annoncer la sentence. Tout le monde est là, les gens vocifèrent, sorcier, sorcier, tu vas être brûlé, c'est fini pour toi. Il manque une personne, et c'est le principal acteur, il manque le bourreau. Pas de bourreau. Le bourreau, on est allé le chercher, on ne l'a pas trouvé, donc on attend le bourreau. Quoi faire? Il n'arrive pas, personne ne le trouve. Alors, à un moment donné, le juge dit, bon, on n'a pas trouvé le bourreau professionnel, allez chercher un bourreau de remplacement. On va chercher un bourreau de remplacement qui arrive, qui traverse la foule avec la grande hache le long de sa jambe, et il commence à monter sur les 3 marches qui montent à la scène. Et là, dans le silence de mort qui accompagne sa montée un peu solennelle, on entend la rumeur de la foule, une rumeur de surprise. Parce que le bourreau qui monte là, c'est Gastou le borgne. Et les gens disent, mais c'est pas possible,
Ils étaient amis quand même. Ils ont le même âge. Il ne peut pas faire ça. Eh bien oui, il va le faire. Le héros ouvre la sentence, annonce la main coupée, le bûcher, nanana. Et une fois que la sentence est émise, Gastou lève sa grande hache au-dessus de sa tête. On place les mains de Henrik sur le billot. Et là, Henrik crie « Hache, qui t'a forgé ?» Et on entend une petite voix qui vient, on ne sait d'où, qui dit « C'est toi, maître Henrik. Et tu veux me couper la main, hache ? Non, non. » Et le pauvre Gastou, là, avec sa hache, puis il n'arrive plus à bouger, il est paralysé. Il n'arrive pas à descendre la hache. Et on entend Henrik qui se redresse et qui dit « Fer à mes pieds, fer à mes mains. Qui vous a forgé ?» Et la petite voix qui dit « C'est toi, maître Henrik. Et vous voulez me garder prisonnier ? Non, non. » Clac, clac. Les fers à ses mains et les fers à ses pieds dégringolent par terre. « Y a-t-il dans la foule une épée que j'ai forgée ? » « Oui, j'arrive. » Une épée voltige au-dessus de la foule et se plante à ses pieds. Il l'attrape. Et Henrik, gesticulant avec l'épée, traverse la foule, qui s'écarte évidemment devant lui, ils ont bien peur, et il s'en va dans une petite ruelle, il disparaît, et tout le monde est là. Mais vous avez vu ? Mais c'est vraiment un sorcier. Mais oh, mon Dieu, il est parti. Et tout le monde le suit du regard, et même le suit physiquement pour voir où est-ce qu'il va être enlevé par un diable ou on ne sait quoi. Et personne ne s'aperçoit que de la petite scène, Gastou a posé la hache sur la dernière marche et est parti de l'autre côté. Et personne ne s'est aperçu que le petit Janou, en se glissant à travers les gens qui s'en allaient par là, il est parti aussi par là-bas. De ces trois-là, on n'a plus jamais entendu parler à Pont-de-Pile, mais plus jamais du tout. Et les gens étaient soulagés. On s'était débarrassé du sorcier. On a bien retrouvé le bourreau 3 jours plus tard au fond d'un cachot, mais ivre mort, mais ivre mort. Même en réfléchissant fort, 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 il n'a jamais pu se rappeler avec qui il s'était enivré, mais qui lui avait volé ses clés. Bon. La grille que les gendarmes avaient prise s'est retrouvée au couvent de Boulor à côté de Auch. Il y est toujours. Si vous avez envie de voir une dentelle de fer, allez dans les Pyrénées, dans la Gascogne landaise, vous allez la voir. Des 3 amis, on n'a plus entendu parler dans la région. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange à Paris. Dans le quartier des Gascons, là, le quartier des Mousquetaires, s'est ouvert justement 1 mois plus tard une boutique de forge. Et le forgeron était un grand gaillard noir avec les cheveux hirsutes, une grosse barbe, le visage avait éclairé par un sourire étincelant. Il était accompagné d'un petit borgne et d'un gamin qui avait la langue bien pendue. Et les voisins, des fois, de cette boutique entendaient le gamin qui disait « Voilà, maître Gastou, c'est maître Henrik, votre maître, hein, vous avez vu ça, comment les objets lui obéissent ?» Et Gastou répondait « Oui, oui, petit coquin, les objets lui obéissent parce que c'est lui qui les a forgés. Mais quand même, il faut que tu saches qu'il faut qu'une main amie les ait manipulés. Et puis, je voudrais te rappeler quand même que c'est un baril de mon meilleur Armagnac que j'ai mis dans cette histoire. » Et Henrik disait « Eh oui, les amis, c'est ça, hein, l'amitié, des fois, ça traverse des querelles, ça se dispute, mais quand on est dans la nécessité, dans l'ennui, dans la galère, à ce moment-là, les copains et les amis se retrouvent. Parce que c'est ça qu'on forge en réalité dans les forges, dans les boutiques de forge. C'est pas que le métal, c'est l'amitié profonde et solide. Et puis c'est ça le maître mot des forgerons. Et voilà. Voilà, vous avez fini votre balade. C'était